Directement, la première année, en fait, j'ai fait 37 mariages. Quand je suis arrivé à la fin de l'année, je me suis rendu compte que je me souvenais plus des premiers. Et c'est pas possible, en fait, de faire ça. Moi, la vision que j'ai de faire une presta mariage, c'est d'accompagner ces deux personnes-là, du début jusqu'à la fin. 3 par semaine? Vendredi et samedi, journée pleine, et on en avait à chaque fois en semaine. Ah, t'en avais carrément plusieurs dans le week-end, en fait, c'est ça que Ah ouais. C'était bien du boulot à la chaîne, quoi. Ah ouais, totalement. Ouais. Si j'avais continué, je pense que je ferais plus de photos aujourd'hui. Ça t'a un peu écœuré sur le coup, en Ouais. fait, j'imagine. Bonsoir tout le monde et bienvenue donc sur l'émission L'Autoportrait, une émission interview d'un ou une photographe que je fais un dimanche sur deux. Aujourd'hui c'est mercredi mais c'est exceptionnel. Hein. On va commencer tranquillement par présenter notre invité du jour. Pierre est photographe et youtubeur, donc sa chaîne porte le nom Les Éleveurs de Pixels. J'ai commencé la photo un peu comme un hobby, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de monde je pense. Sauf que moi j'ai eu la chance de pouvoir le commencer à l'âge de 7-8 ans. Il me semble que c'était à Noël, mon père m'a offert un appareil photo et puis c'est parti de là en fait. Un réflexe, objectif interchangeable. Et donc j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce monde-là, ce monde de la photo. Et je suis passé par énormément de choses en fait du coup, sans vraiment le voir venir. Je suis passé par du concert, je suis passé par de l'événementiel, par des photos de soirée, par T'as fait un peu de mariage du coup. YouTube ça a commencé en 2015 avec un ami qui faisait lui essentiellement de la vidéo, moi je faisais beaucoup plus de la photo, mais en même temps du coup on a appris à connaître le monde de l'autre, et on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de chaîne francophone qui reliait photo et vidéo, et donc du coup on s'est dit bah go, viens on la crée, et puis voilà, me voilà 5 ans plus tard. On va commencer tout de suite par une interview. Clic-clac. Est-ce que dans la vie, tu penses être plutôt sociable ou insociable? Je pense être sociable, pardon. Est-ce que tu penses plutôt être introverti ou extraverti? Introverti. Sensible ou insensible? Sensible. Est-ce que tu penses plutôt être un adulte ou un enfant dans ta tête? Un enfant qui joue à l'adulte. Est-ce que tu penses être quelqu'un plutôt discipliné ou éparpillé? Ça dépend des jours. Est-ce que t'es plutôt reporter ou artiste? Reporter. Ok. Est-ce que t'es plutôt perfectionniste ou peu attentif aux détails? Perfectionniste. En photo, t'es plutôt extérieur ou studio? Extérieur, à 200%. T'es plutôt minimaliste ou tu préfères quand il y a plein d'éléments? Quand il y a plein d'éléments, je pense quand même. Ouais. À mon avis, ouais. Tu préfères les photos réfléchies ou spontanées? Spontané. La photo pour toi, c'est facile ou difficile? Allez, j'allais dire facile au début, donc je vais garder cette réponse-là. C'est plutôt essentiel ou secondaire? Essentiellement secondaire. C'est plutôt quelque chose de récent ou ça dure depuis longtemps? Oh, ça dure depuis très longtemps. Est-ce que c'est plutôt une spécialité ou de la diversité? De la diversité. Est-ce que pour toi, c'est une façon de transmettre une information ou un message plus profond? Je peux répondre ni l'un ni l'autre. Ah ouais, carrément. Bah, on développera après, hein, si tu veux, Ouais. donc c'est pas de souci. Tu préfères la photo ou la vidéo? Oh non. Ah, Je m'y attendais en plus. C'est pas la même chose. Ouais, je préfère la photo. Donc on va parler dans cette première partie principalement de la photo. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé les prémices de la photo même? Je sais que depuis tout petit, je suis toujours quelqu'un de très réfléchi, un peu en retrait par rapport aux autres. Dès qu'il y a un peu de bruit, dès qu'il y a une personne qui parle fort, je toujours me mettre un peu en retrait et beaucoup réfléchir avant d'agir, que ce soit dans n'importe quelle situation en fait, que ce soit à l'école, j'étais pas le premier à lever la main. Quand je fais un jeu vidéo, je suis pas le premier à rentrer dans l'action, des choses comme ça. Et du coup, avoir un appareil photo et faire des photos, ça m'a permis d'avoir une raison d'être un peu en retrait. Je suis toujours un peu dans mon monde aussi, donc ça m'a permis de créer mon monde. Je me souviens que les premières photos que j'ai prises avec des appareils jetables, je prenais mes plumes mobiles et je créais des petits mondes. Ah, donc déjà une créativité, une imagination débordante. Où tu as répondu ni l'un ni l'autre, c'est une façon de transmettre une information ou un message plus profond? Ben voilà, pour moi, c'est ni l'un ni l'autre, c'est juste une raison de sortir, une raison d'aller vers les gens et de me dépasser. D'accord, donc pour toi, c'est carrément une excuse pour aller vers les autres, pour faire des choses d'une manière générale, quoi. Et tu penses qu'aujourd'hui, tu es encore quelqu'un de timide et renfermé ou vraiment tu penses que ça a complètement changé du tout au tout? Ou est-ce que tu penses encore avoir un petit peu ça? Complètement changé, je dirais pas. Ça a changé, oui, mais peut-être pas du tout au tout non plus. Grâce à la photo, j'ai eu pas mal d'expériences qui m'ont fait sortir un peu de tout ça. Tout simplement le mariage, déjà pour commencer. Faire des photos de concert, faire des photos de portraits. C'était des choses qui étaient inimaginables au tout début. Être dans des situations où t'es juste obligé d'échanger avec les autres. Ça m'a fait évoluer, oui. Et du coup, quand est-ce que tu as commencé à te perfectionner techniquement à la photo? Quand est-ce que tu as vraiment commencé à manipuler un peu, je sais pas, le premier réflexe ou même compact Quand j'ai acheté mon premier appareil photo, j'en avais déjà un que mon père m'a offert. C'était un Nikon D40. Et quand j'ai acheté le deuxième, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus évolué niveau ergonomie et que donc il y avait plein de trucs que je connaissais pas dessus. T'avais quel âge à peu près? Du coup, on va savoir ton âge. 15-16 ans. Ah, donc c'était vraiment très très jeune, quoi, que t'as commencé, même techniquement, ce matin. T'es photographe, mais pas à temps plein. T'es enseignant à côté, t'as aussi ta chaîne YouTube. Comment tu fais pour tout concilier, en fait? Il y a des nuits où je dors pas beaucoup. Maintenant, après, j'ai commencé depuis on va dire, allez, 1 ou 2 ans.
surtout cette année en fait, grâce à ma chérie qui m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, à vraiment lâcher du lest. Je prends d'abord soin de moi et je fais ce dont j'ai envie. Et c'est un peu le principe d'avoir un métier fixe, si je peux appeler ça comme ça, d'avoir un salaire fixe en tout cas. La photo et la vidéo, enfin l'image en général, c'est un plaisir qui m'a ramené des fois beaucoup d'argent, des fois un peu moins. Et de pas devoir me forcer à travailler tout le temps pour ramener tous les mois un salaire, mais du coup ça me permet de faire, de lâcher du lest et de me calmer de temps en temps un petit peu à ce niveau-là. Et le reste, c'est beaucoup d'organisation. J'ai beaucoup de petits calepins un peu dans tous les sens. J'en ai encore un ici d'ailleurs avec plein d'idées. Ok, Et donc. la plupart des idées viennent quand tu veux t'endormir. T'es dans ton lit, les yeux Ah grands oui. ouverts, tu fais ah ouais, je ferais bien ça maintenant, et tu te retournes et ah non, je peux pas en fait. C'est ça, c'est toujours quand c'est pas vraiment le moment. Mais c'est normal, je pense que c'est quand on s'arrête et qu'on s'écoute, du coup, forcément. Tout à fait, ouais. On est obligé de s'écouter à ce moment-là, et donc forcément, c'est à ce moment-là que le cerveau s'active et qu'on entend tout ce qu'il nous dit. Et du coup, en fait, le fait d'avoir ton métier pour avoir un salaire fixe fait que tu te mets pas la pression et donc t'es pas obligé d'accepter des contrats, par exemple, des choses comme Tout à fait. ça. C'est ça en fait. Ça a commencé quand j'étais en études d'instit, parce que c'est à ce moment-là où je ne savais pas trop si je voulais vraiment faire ce métier-là ou pas. Et donc j'ai monté une boîte avec un ami, la même personne avec qui j'ai monté la chaîne YouTube, une boîte pour faire des prestats photos. Et du coup, ça a commencé très très vite. Directement la première année, en fait, j'ai fait 37 mariages. Quand je suis arrivé à la fin de l'année, je me suis rendu compte que je me souvenais plus des premiers. Et c'est pas possible en fait de faire ça. Moi, la vision que j'ai de faire une presta mariage, c'est d'accompagner ces deux personnes-là du début jusqu'à la fin. Et donc du coup, j'en accepte maintenant 5 ou 6 par an. Alors attends, parce que je suis en train de calculer, c'est plus d'une semaine sur deux, t'avais un mariage, quoi. Alors juillet-août, Sur c'était deux. quasiment 3 par an. 3 par semaine, pardon. 3 par semaine? Vendredi et samedi, journée pleine, et on en avait à chaque fois en semaine. Parce que je sais pas en France en tout cas, mais en Belgique, tu peux le faire en semaine, ça coûte moins cher. Ah, et t'en avais carrément plusieurs dans le week-end, en fait, c'est ça que Ah ouais. Effectivement, ouais, c'était bien du boulot à la chaîne, quoi. Ah ouais, totalement, ouais, totalement. C'est quelque chose que limite, si je croise les mariés maintenant, je serais incapable de les reconnaître. Ça t'a quand même apporté du positif, parce que bon, même si c'était du travail à la chaîne, j'imagine que ça t'a... Ah du coup, au niveau technique, ouais, t'es obligé d'être au point. Là, j'ai appris, je connais c'est l'appareil que j'utilisais qui était un 750 de chez Nikon, je pense. Je le connaissais par cœur. En négatif, t'en retiens quoi, du coup Que si j'avais continué, je pense que je ferais plus de photos aujourd'hui. Ça t'a un peu écœuré sur le coup, en fait, j'imagine. L'année d'après, du coup, t'as quand même continué des mariages ou t'as eu besoin de faire une pause? Alors, l'entreprise n'a pas duré un an. Donc, on a monté cette entreprise-là à deux, on avait le même âge. Et on n'avait pas du tout la même idée de YouTube en général, et puis même de faire des photos ou de faire des vidéos. Et donc, on s'est un petit peu brouillé à ce niveau-là, et ça s'est arrêté assez vite. Je pense que ça a duré 10, 11 mois peut-être. Donc, fatalement, l'année d'après, j'étais plus en entreprise. J'ai fait encore quelques mariages en indé complémentaire. D'accord. À Smart, en Belgique, peut-être qu'ils connaissent. T'as renoué, à ce moment-là, ça t'a fait du bien? T'as renoué un peu avec les liens de la photo, du coup? Ouais, j'ai renoué un peu avec la photo dans le sens où je me suis plus concentré sur ce que je voulais faire et plus sur ce que les personnes me demandaient de faire. Et du coup, c'est quoi ton quotidien? Alors, quotidien, ça change un petit peu. Donc, il y a fatalement, en tant qu'enseignant, énormément de congés. Donc, et même les horaires. Je finis à 15h30 tous les jours. Le temps de rentrer chez moi, il est 16h30. Quand je bosse, en général, j'essaye donc d'aller faire des photos le soir, quand j'en ai l'envie ou quand j'ai une lubie. À savoir que j'ai toujours avec, même quand je vais en cours, même quand je donne cours, les élèves le savent, j'ai un appareil qui est dans mon sac. Mais ouais, je vais boire un verre avec des amis, je vais dans la famille ou quoi, j'ai toujours l'appareil avec moi. Donc en soi, je fais très très souvent des photos. À mon avis, j'en fais peut-être bien 200 par semaine. Après, j'en garde pas 200. Si j'en garde une par semaine, je suis très content, quoi. Mais donc, je fais beaucoup de développement le soir. J'écris beaucoup d'épisodes pour le moment sur YouTube, ce que je faisais pas avant. Et puis, du coup, quand je suis en vacances, là, j'en profite pour créer mes projets. Je veux dire que ce soit des photos un peu plus loin que juste à côté de chez moi ou aller tourner des vidéos. Et du coup, tu considères ta photo comme artistique? Non, plus comme du reportage. Et c'est pour toi donc que tu prends ces photos-là? C'est pas spécialement pour les partager, c'est juste pour toi te souvenir? Bon, les partager, s'il y a une personne dessus, je vais lui envoyer par réflexe. Mais en général, oui, c'est pour moi. Je veux dire, dû à YouTube, en fait, on me demande souvent tiens, où est-ce qu'on peut voir ton travail? Oui. Pas de site. Ça m'ennuie, j'en ai fait un jour, mais déjà l'informatique m'ennuie. Et puis je suis clairement pas discipliné pour le mettre à jour. Donc Instagram t'offre ce format de mettre une photo, pardon, et puis Insta s'occupe du reste. Il y a quelques photos que j'ai fait, mais il y a clairement pas tout. Il y a très peu de mariages par exemple dessus, parce que sinon je vais me choper de la pub, j'ai pas envie d'en avoir. Le bouche à oreille me suffit amplement pour avoir le peu de mariages que je veux par an par exemple. Du coup, t'en fais quoi de tes photos? Elles finissent juste sur ton disque dur ou tu les fais imprimer? Alors ouais, depuis très longtemps c'était disque dur, et maintenant je commence à imprimer. Et du coup je commence à imprimer en série, ce que je faisais pas avant. Ah, ok. Donc je crée des albums en fait, tout simplement. Alors là maintenant c'est plus par voyage, parce que du coup la photo me donne aussi l'occasion et
l'excuse de voyager de temps en temps. Ouais. Et donc, j'ai créé un premier album sur les États-Unis où je suis parti l'année passée avec ma chérie. Il va y avoir un autre album que je suis occupé de faire en live sur Twitch, petite pub, sur les vacances dans le sud de la France. Et je me dis au fur et à mesure que la création d'album me tente tellement que je vais peut-être dépasser l'excuse des vacances pour faire vraiment, comme tu dis, des séries où des photos peuvent être ensemble et puis en créer un album ou l'autre. Est-ce qu'il y a un type de photo vers lequel tu tends le plus? Parce que tu parles de voyage, par exemple. Est-ce que c'est le genre de photo que tu préfères faire, ou est-ce que tu préfères les portraits, ou est-ce que tu préfères... Bah, je suis une nature curieuse en fait, donc la photo de voyage me plaît bien parce que fatalement je vais voir des endroits du monde que je connais pas. Mais effectivement, si j'avais l'occasion, et c'est quelque chose que j'aimerais bien travailler aussi, c'est de refaire des photos de personnes qui sont à mon goût intéressantes, que ce soit par leur métier que je trouve intéressant ou graphiquement intéressant, ne fût-ce que pour créer l'image, ou des personnes que je trouve que j'aimerais bien suivre. Je pense à des chanteurs que j'ai eu la chance de pouvoir suivre. Ouais, c'est rigolo. En fait, ton appareil te fait voyager Ouais, totalement. partout, quoi. Pas que à l'étranger ou pas que en vacances, mais... Ah non, même juste en Belgique des fois. Juste aller faire une rando pour aller découvrir un point de vue juste fou, bah, je le ferais pas si c'était pas pour une photo en fait. Où je me dis, ah oui, par exemple, un mécano, j'aimerais bien le prendre en photo. Avec ses mains dans le cambouis, faire un traitement en noir et blanc assez dur. Je me dis, voilà, graphiquement, j'ai déjà l'idée des images en tête. Ouais. Bah, je le ferais pas. Enfin, ce serait très bizarre d'aller demander de suivre quelqu'un s'il n'y a pas la raison de la photo derrière en fait. Oui. Bonjour, je peux vous suivre pendant 2 semaines, voilà, comme ça. C'est space quand même. Je vais vite me retrouver en asile, je pense. Tu me parlais d'une série sur la Belgique méconnue que tu fais depuis début 2019. Alors là, c'est un peu en pause avec le confinement vu qu'on ne peut plus trop sortir. Et j'avoue que j'ai pas encore repris depuis. Mais oui, j'essaie de chercher des endroits un petit peu, entre guillemets, insolites. Parce qu'en fait, j'entends tout le monde autour de moi en Belgique qui dit ouais, il faut à chaque fois partir en vacances ailleurs, en France, en Espagne, en Italie. Ben non, les gars, on peut rester ici des fois en fait. Tu compterais en faire quoi de cette série derrière? En faire un livre? Le partager? Là, je pense que je passerai un petit peu plus sur du livre en vente. D'accord, ouais. C'est tellement à l'état de projet dans ma tête que ça changera encore certainement d'ici là. Et je me suis fait la réflexion fin d'année passée d'un avion qui est crashé, qui est posé dans une forêt en Flandre, en Belgique. Et en fait, c'est un avion qui était déposé là pour une série flamande, une série télévisée. Et ça coûtait trop cher de le retirer, du coup, ils l'ont laissé là. Et c'est dans une forêt publique, en fait. Et donc, moi, je vais là avec le point GPS et je croise plein de familles qui se baladent et je leur dis, vous savez en fait où est l'avion? Ils me disent, mais quel avion? Et ils me disent, bah non. Et en fait, nous, on n'a jamais vu ça, on vit ici depuis 20 ans. Et donc, je les ai emmenés avec. J'ai dit, mais regardez, là, en contrebas. Ils font, ah ouais, c'est super beau. C'est ça, c'est qu'il y a des choses qui sont sous nos yeux et qu'on voit pas forcément. Et donc, tu as envie de montrer ces choses-là aux gens. C'est trop bien. Tu avais fait aussi un projet 365 il y a longtemps, ça remonte. Tu m'as dit en 2014. C'est quand je m'ennuie à l'école. Et au final, c'est un petit défi à moi-même aussi de me dire ok, tu as un projet qui s'étale sur 1 an, est-ce que tu vas être capable de le tenir? Et tu penses avoir découvert ton style aujourd'hui? Tu penses avoir ton style photo? Non, je pense pas. Mais en même temps, je pense que le style évolue dans tous les cas. D'accord, ok. Je suis persuadé que les gens aient un style toute leur vie. Mais tu penses quand même avoir trouvé ton identité à travers tes photos, même si elle évolue effectivement? L'identité, je la trouve dans ce qu'on m'en dit. Enfin, mes photos ont rien d'extraordinaire, à mon sens. Ah ouais? Ah ouais, non, clairement, pour moi. Enfin, elles sont belles dans le sens où elles sont réussies techniquement. D'accord. Mais après, pour moi, il y en a certaines qui sont sympas et puis c'est le grand maximum, quoi. Je me lasse très vite de mes photos et même de mes vidéos en fait sur YouTube. Et de plus en plus, on me dit que ma colorimétrie est sympa pour mes photos. Ah oui? Ok, bah. Je confirme. Ouais. C'est gentil. Mais je reçois énormément de messages sur Instagram pour le moment qui me disent ça. En mode, ouais, c'est dingue comment t'arrives à faire ça. Je bouge là et là et puis voilà. C'est aussi simple que ça, c'est un jeu en fait. Donc ouais, pour moi, je pense pas avoir de style, mais je pense que les autres pensent que j'en ai un. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a une colorimétrie qui est assez, qui se retrouve vachement dans tes photos. T'as d'autres projets prévus en termes de photos? Un workshop fin d'année, un workshop au Japon normalement, qui s'annonce bien en termes de réservation, mais pas bien en termes de est-ce qu'on pourra voyager ou pas, donc on verra bien. C'est un photographe belge qui s'est expat au Japon il y a une dizaine d'années, qui est guide au Japon, qui m'a contacté au tout début du confinement grâce à ma chaîne YouTube en me disant je te suis depuis quelques temps et en fait j'aime bien ton style de photo. Trop bien, ça, qui te ça doit être hyper satisfaisant. Au début je crois que c'était un fake parce que j'ai déjà reçu des mails fous comme ça et je me suis dit non, ça doit être un fake, c'est pas possible. Pour le coup on va quand même répondre au cas où, j'ai bien fait quand même. Ouais, donc ça c'est un gros projet. J'ai pas fait attention si t'as dit son nom au photographe. Waters. W-A-U-T-E-R-S. T'as fait une vidéo, je le précise pour ceux qui l'auraient pas vu, t'as fait une vidéo à ce sujet sur ta chaîne qui est super intéressante, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue. On va passer à la deuxième interview clic-clac. Clic-clac, clic-clac. Alors cette fois-ci, je vais te proposer
des phrases, on va dire. Je vais te demander lequel tu préfères, voilà, en gros. Ok. Qu'est-ce que tu préfères Donc, par exemple, laquelle de tes photos est-ce que tu préfères? Bah, ce serait plus une photo plus personnelle qui serait une photo de ma compagne, de ma copine. D'accord. Elle aime pas être prise en photo et elle aime pas son image tout simplement. Et donc la prendre en photo est un exercice compliqué à la fois pour elle et pour moi. Et D'accord. au final, une des premières photos que j'ai pris d'elle, un peu à la volée, je pense que c'est une de celles que je préfère. Laquelle de tes vidéos tu préfères? Une des dernières que j'ai réalisées qui s'appelle A Sunset Story. C'est tout bêtement un champ au coucher de soleil. C'est juste le souvenir de sortir et prendre un bol d'air. Lequel de tes objectifs photos tu préfères? On parle matos, il y en a, ils seront Pour le matos. Zeiss Baptiste 25 F2. Quel pays as-tu préféré visiter? Les États-Unis. États-Unis. Surprenant. Quelle chaîne photo ou vidéo tu préfères? J'en regarde de moins en moins en fait en vrai. Ah si, Christian Mattegrab, un youtubeur allemand qui fait des vidéos en anglais, mais D'accord. qui fait maintenant de moins en moins de matériel et qui en fait fait beaucoup de vidéos sur sa vie tout simplement. À quel moment de la journée préfères-tu photographier? Le soir, coucher de soleil. Quelle ouverture de diaph préfères-tu utiliser? Bah plutôt grande. En portrait oui, plutôt très très grand, le plus possible. D'accord. Quel logiciel de montage préfères-tu utiliser? De montage, première fois. Quel logiciel de retouche photo aussi tu Lightroom. préfères? Lightroom, c'est Lightroom. Quel animal préférerais-tu photographier? Le loup. Quel type de paysage préfères-tu photographier? Ouf, j'ai pas une préférence en fait. Quel type de photo préfères-tu chez les autres? Préfères-tu voir? Quand ça raconte leur monde. Ouais, une démarche très artistique. T'aimes bien admirer ça chez les autres, mais Je pense pas l'avoir en fait. cette démarche-là pour toi, c'est rigolo. Ok, Ouais, effectivement. ok. Bah écoute, voilà, c'était la deuxième petite interview clic-clac. Du coup, là, on va aborder la partie un petit peu plus YouTube. Qu'est-ce qui t'a amené à la vidéo? C'est quoi tes premiers contacts avec la vidéo? Une école, en fait, tout simplement, qui offre des cours de photo et des cours de vidéo. Moi, j'étais dans une école très scientifique, avec des cours de maths, avec des cours de sciences, tout ce que j'aime pas. Et au bout d'un moment, ça s'est remarqué que j'aimais pas, et donc on m'a demandé gentiment de sortir, quoi. Et donc, il a fallu trouver une autre école. Et mon père avait, dans la ville où il bossait, une école, justement, qui proposait de l'audiovisuel. Et avec, du coup, de la photo, de la vidéo, etc. Et donc, je me suis dit, go, ça peut être chouette, en fait. Du coup, j'étais en 5e année, donc ça correspond à 17 ans. Quand je suis arrivé, on m'a dit c'est cool, la photo c'était les 2 ans précédents, maintenant on aborde la vidéo. D'accord. Ah. Bon go, on va tester. Et c'est là que j'ai appris en fait à faire. C'était vraiment du cinéma quoi. On a appris à faire selon Hitchcock, à faire selon d'autres réalisateurs. C'était vraiment des trucs très carrés, très cadrés. Pourquoi avoir créé une chaîne YouTube à la base? Tu disais vous étiez deux, mais c'est quoi qui vous a lancé en fait Parce qu'on cherchait à faire des choses qu'on trouvait que en anglais sur YouTube. Donc, Ah oui, d'accord, ok. Oui, c'est. on va le faire en français. En photo, il y avait quand même pas mal de chaînes. Il y avait déjà Sylvain, il y avait Arnaud Thierry, il y avait Sébastien. Il y en avait quelques-uns, mais en vidéo, il y en avait quasi pas en fait. Là où aujourd'hui, maintenant, tu retrouves énormément de chaînes qui mêlent photo, vidéo. Pourquoi ce nom, les éleveurs de pixels? Alors, j'en sais rien, c'est pas moi qui l'ai trouvé. D'accord. Et pourquoi ne pas avoir changé de nom? En fait, ouais, c'est une grosse question que je me pose depuis 2 ans. J'ai pas osé changer de nom en fait au départ, de peur que les gens ne regardent plus en fait, tout simplement. Puis là maintenant, je me dis la chaîne, selon le tournant que j'ai envie qu'elle prenne, ce sera plus ce que ça a été. Pour moi, les éleveurs de pixels, c'était énormément de technique, énormément de matériel. J'ai plus envie que ça soit ça, j'ai envie que ça soit autre chose. Et je pense que j'ai envie que ça soit plus moi. Et donc du coup, je pense que je vais juste mettre mon nom en fait comme chaîne YouTube. Mais de base, c'est quelque chose que t'aimes vraiment bien, le matos? Disons que de base, en fait, comme tout le monde, j'ai pas un portefeuille infini. Donc, quand j'ai dû m'équiper en photo, on sait tous que c'est assez cher. Donc, j'ai pas pu m'équiper comme je voulais. Et donc, fatalement, quand la chaîne a pris un peu d'ampleur et que j'ai commencé à recevoir des mails pour tester du matériel, mon côté un peu gamin est ressorti en mode Waouh, je peux tester tout ce que je veux. Je suis vraiment rentré dans cet engrenage de mode Attends, je veux tester ça, je vais demander à la marque. Il y en a qui m'ont dit non, surtout au début. Puis il y en a d'autres qui ont dit oui. Donc, du coup, j'ai pu évoluer avec ça et tester de plus en plus de matériel. Et je suis rentré un peu malgré moi dans cet engrenage-là, d'un homme sandwich au départ, que j'ai vraiment contrecarré en cours de route parce que j'ai très vite arrêté ça en disant non, si ton produit est nul, je vais le dire en fait. Même si tu me payes 10 000 euros, j'en ai rien à cirer. Il faut que je garde ce côté, authentique en fait. Genre, conseil. Intègre aussi, ouais. Ouais, oui, et puis en plus, surtout quand tu vois que quand tu parles matos, ça fonctionne, j'imagine que ça donne aussi envie de continuer parce que tu dis les gens ça les intéresse, ils aiment bien, les vidéos marchent bien quand je parle de matos donc Et puis à l'inverse, quand tu fais des vidéos plus personnelles sans matos et que du coup elles marchent beaucoup moins bien, moi en tout cas j'ai le réflexe de me dire du coup les gens sont moins intéressés, ce qui est peut-être pas le cas. Enfin, ça fait entre 5 et 10 fois moins de vues en fait, clairement. Qu'en réalité ça va intéresser les vraies personnes qui s'intéressent à ta
chaîne, alors que les vidéos matos, quelque part, ça va intéresser aussi des gens qui sont pas du tout sur ta chaîne, qui sont pas du tout abonnés, et donc qui vont juste être de passage, voir ta vidéo et repartir aussitôt. Donc c'est bien, ça fait des vues, mais quelque part, ça maintient pas l'audience et ça maintient pas la communauté forcément, quoi. Donc t'as envie de parler moins matos? Mais j'ai envie d'en parler différemment, pas juste monter dans mon studio qui est au grenier et dire bah ok, je sais pas, je prends celui-là, tiens, si tu te rapproches, c'est cool, il y a du vignettage, si tu l'éloignes, il y en a moins. J'aimerais bien plus me servir du matériel qu'on me propose pour sortir et montrer d'autres choses en fait, et faire vraiment des images avec. Et du coup, comment tu prépares tes vidéos? C'est quoi ton processus un petit peu? Jusqu'à présent, je veux dire, jusqu'à la fin de cette saison 5, c'était vraiment à l'instinct. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où j'avais une idée en voiture sur le chemin du retour, et puis je rentre chez moi, je tourne la vidéo, je la monte, et elle est dispo 3 heures après que j'ai eu l'idée. C'était vraiment rare d'avoir une vidéo qui se prépare et qui se tourne et qui se monte sur plusieurs jours. J'en ai eu quelques-unes en fin d'année. Je pense de plus en plus faire ça. C'est quelque chose qui me plaît parce que ça me permet du coup de prendre un peu de recul sur ce que je fais en cours de route. Justement, j'avais la question, est-ce que tu es satisfait de tes vidéos aujourd'hui? Donc, tu as envie que ça évolue, mais est-ce que tes dernières vidéos quand même ou même jusque-là, quand tu faisais des vidéos, est-ce que... Non, pas trop? Pas toutes. Il y en a dont je suis très content, il y en a d'autres non. Mais il fallait que je les fasse parce que, de nouveau, dans cette optique de je teste du matériel, donc j'ai des personnes derrière qui m'envoient du matériel et qui veulent une vidéo en retour le plus vite possible à chaque fois. Il y a des fois où j'ai vraiment fait des vidéos pour liquider cet email qui m'ennuyait tout le temps, quoi. Donc, Oui, en fait... je suis pas très très content, mais c'est pas grave, c'est fait. Ça peut informer des personnes, il y en a qui marchent très très bien. Moi, j'en suis pas forcément content. Ouais, parce que c'est un peu par obligation que tu l'as fait, comme tu disais, quand tu dois faire un truc par obligation, t'aimes pas ça, quoi. Ouais, non, c'est ça. Et t'as des exemples de vidéos que t'as vraiment, là pour le coup, vraiment, t'as aimé la faire? Ouais, bah déjà toutes les vidéos un peu plus perso, qui ne racontent rien niveau matériel, mais qui montrent des endroits. J'en ai fait une à Londres, j'en ai fait une à Prague, j'en ai fait une à Disney. Enfin, c'est vraiment juste des moments de vie où j'étais en déplacement, où j'ai vécu vraiment un moment très très sympa avec, en plus à chaque fois avec ma chérie, et que j'essaye du coup de mettre dans cette vidéo ce ressenti. Et au niveau plus partage, il y a quelques vidéos où je vois dans les commentaires celle du Terry effectivement, où du coup je suis sorti faire une vidéo et vraiment sortir de ma zone de confort parce que je suis habitué à parler à la caméra, mais dans un endroit clos qui est mon bureau ou mon grenier. Là, j'étais en plus devant tout le monde parce que je suis arrivé, je te jure, sur ce terri, il y avait un quart de touristes, quoi. En plus, je suis arrivé au bourg, j'ai fait, mais c'est pas possible, on se fout de ma tronche, quoi. Et moi, j'étais avec tout mon bardaf, trépied, 12 appareils pour prendre des photos, pour me filmer. Et donc, je monte, je me dis, allez, j'ai une boule au ventre en plus, je me dis, allez, je monte, j'y vais. Heureusement, quand j'arrive, c'est bon, tout le monde part, donc j'étais vraiment tout seul. Et puis là, du coup, je commence à expliquer un peu comment je prends des photos de paysage, et puis je me retourne, et le ciel est en feu, magnifique, un coucher de soleil juste dingue. Et j'ai eu beaucoup de chance, donc je suis très content de cette vidéo. Et en même temps, je me dis que j'y suis pas pour grand chose, parce que c'est pas moi qui ai décidé qu'il y a un coucher de soleil juste fou à ce moment-là. Les gens qui viennent pour vivre des émotions, tu vois, pour vivre ce qu'on vit en photo, en fait, quand on a des aventures comme ça, c'est ces gens-là, en fait, que tu vas intéresser. Donc, tu peux cibler une autre audience, quoi, finalement. Tout à fait. C'est vrai que, quelque part, faire la transition, c'est pas forcément évident parce que tu te dis que tu vas sûrement perdre des gens en route, même si c'est pour récupérer d'autres au passage, quoi. Mais c'est pour ça que je pense mixer un peu les deux. C'est-à-dire quand même encore parler un peu de matériel dans ces expéditions-là. C'est-à-dire par exemple sortir en testant un truc. Mais du coup, c'est vraiment faire une rando ou faire une aventure tout en parlant du matériel, mais vraiment mixer les deux. Je pense que ça, je pourrais y arriver. Et du coup, ça t'apporte quoi d'être sur YouTube d'un point de vue personnel? Ça m'a permis de parler, ça m'a permis de sortir de ma bulle, ça m'a permis de m'assumer un peu, parce que la première fois que je me suis entendu, je me suis dit « Oh, cette voix de merde !» Ça, je te rassure. Ouais, non, la première fois, je me suis... Hein, on s'est pas dit que tu avais... merci, ça va. La confusion. En termes de retour, en termes de commentaires, ça va? T'as pas trop de commentaires négatifs? Tu le vis pas trop mal quand t'en as? Alors trop non, j'en ai pas. J'en ai pas beaucoup non plus. Je pense que si on doit faire un ratio, je pense que je dois avoir un commentaire négatif tous les 20 commentaires normaux pour tous les livres. En fait, j'ai une croissance sur YouTube qui est vraiment par palier. Ça augmente très très peu, et puis en 2 mois, je me prends 2000 abonnés, et puis très très peu, et puis fatalement, quand j'ai des pics, il y a des pics de commentaires négatifs qui vont avec, et fatalement, je cale un peu dessus, surtout que c'est tout le temps sur le physique, ou sur la manière de parler, ou des choses comme ça. C'est jamais sur le fond, ce serait trop simple. Maintenant, ça va, j'arrive vraiment à me blinder, et donc du coup, c'est très bien, parce que même en dehors de YouTube, je pense que si jamais tu viens à essayer de me dénigrer, je prends ça à la rigolade, et je suis assez blindé par rapport à ça. Quand t'as des journées, des fois, où t'es déjà pas très bien, et que tu te chopes ça dans la tronche, maintenant ce que je mets dans les commentaires en réponse, c'est soit une réplique de Kaamelott, soit une recette de cuisine.
Oui, la fameuse recette. T'as eu l'astuce avec Florian hier, c'est ça? Ouais. Ça, c'est pas mal aussi, ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments où t'en as eu marre de faire des vidéos, t'as voulu laisser tomber? Oui. C'est pour ça qu'en fait, en juillet-août, je me permets de prendre une pause. Déjà parce qu'au niveau de l'audience, les gens regardent beaucoup moins. Et donc, c'est beaucoup de travail presque dans le vent au final. Donc, autant prendre une pause moi aussi. Et puis, ça me permet vraiment de relâcher, soit de décrire les prochains épisodes. Chaque année, je me dis, ouais, en juillet-août, je tourne 20 épisodes comme ça. Ils sont tous très je le fais jamais. Au moins, tu prends vraiment une pause. T'as raison aussi. Ah ouais, non. Oui et non, parce que le cerveau est toujours en ébullition, je veux dire. J'ai toujours 10 idées à la minute et même si je les fais pas, des fois c'était plus fatigant de pas les faire au final. Il y a eu 2-3 moments où j'en ai eu vraiment marre. D'accord. Du coup, j'ai arrêté. Je dirais, il y a eu des moments dans la chaîne où pendant un mois ou deux, j'ai pas fait de vidéo et puis bah, tant pis. Comment, là, si t'imagines ta chaîne, comment tu la vois dans, je sais pas, dans 5 ans? Je la vois plus comme ce que je t'expliquais, c'est-à-dire des vidéos un peu plus comme un, comment dire, comme un carnet de vie, comme une sorte de journal intime, mais qui du coup n'est pas intime et qui n'est pas un journal, mais tu auras compris le principe. Et t'auras combien d'abonnés à ce moment-là? Au moins un de plus. C'est bien. Et pour finir cette partie, est-ce que tu as des anecdotes de tournage ou de sorties photo à nous partager? Une en photo lors d'un premier mariage, un des premiers que j'ai eu. On va voir le quatrième ou cinquième. Et il y a donc, c'est un mariage à l'église, donc il y a les deux mariés qui sont assis face au prêtre, dans une superbe collégiale, à Nivelles d'ailleurs, pour les quelques Belges qui sont dans le chat. Et la salle, enfin la pièce est remplie, il y a full monde. Et donc moi je me mets juste derrière eux, de façon à voir, tu sais cette photo, on voit le prêtre au milieu des deux mariés. Enfin, un truc assez classique, quoi. Et donc je m'abaisse, et en m'abaissant ça fait... Et là, je me dis, oh, je me relève en serrant les fesses, mais j'ose même pas me retourner. Oui, et donc, du coup, ben, je longe les murs, je me colle au mur, avec le mur derrière moi. Et puis là, je vois tout le monde, mais enfin, il y en a qui pleuraient de rire, quoi. Et donc, je regarde de loin, je fais, c'est au niveau de mon cul? Ouais. Donc j'ai la chance, vu que c'est là que j'habitais, j'ai vite envoyé un message à mon père en disant d'urgence, tu ramènes un pantalon, n'importe lequel. Donc voilà. Tu t'en fous du pantalon que t'auras. Ah ouais, non, n'importe. Même si c'est un short, c'est pas grave, tu le ramènes, vas-y, s'il te plaît. Je pourrais t'en raconter plein des anecdotes comme ça, tellement je suis maladroit. Ah si, une qui avait fait sourire Ellie un petit peu. J'ai rencontré un de mes photographes de légende, si je peux appeler ça comme ça. Et un que j'adore comme ça, c'est Salgado. J'admire ce qu'il fait au niveau de ses images et j'admire énormément la personne qu'il est et tout ce qu'il a fait au Brésil notamment. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est-à-dire qu'il faisait une expo à Bruxelles et donc j'ai été acheter Genesis, qui est un de ses livres photos qui est mon préféré. En plus, ça tombe bien, c'est un de mes groupes de musique préférés également. Et donc du coup, je passe pour le signer, etc. Et en fait, je me rends compte qu'il a full livre signé déjà à l'avance, donc je me dis, bah ça casse un peu le personnage, donc un poil déçu sur le moment. Donc je me balade dans la galerie, je regarde les photos, tout le monde me dévisage parce que la moyenne d'âge est de 80 ans. Et puis je le vois de loin entouré de plein de personnes, donc déjà j'étais hyper content de le voir. Et puis à un moment je me dis bah c'est bon, c'est mort, j'ai pas envie de faire la file et de me mêler à tout le monde juste pour avoir un bonjour ou au mieux une poignée de main. Et donc je m'écarte, je vais au fond de la cour, donc c'était vraiment une superbe salle avec une belle cour, avec plein de tables hautes, avec plein de trucs à manger. Et en me mettant le plus loin possible, je remarque un monsieur avec la même chemise et je me dis bah ok. Et en me mettant à cette table-là, le gars se retourne et en fait, c'est Salgado. Et qui me dit droit dans les yeux, on se fait chier, non? Et du coup, j'étais là genre, ah. Et il faut savoir que c'était une des seules fois de ma vie où j'avais pas mon appareil photo et j'avais plus de batterie sur mon téléphone. J'ai tellement adoré parce qu'en plus la scène était magnifique, c'était un coucher de soleil avec un bel arbre avec des fleurs blanches derrière. C'est pour ça que tu lâches plus ton appareil maintenant. Ah ouais, ça doit être ça. En plus, je l'achète déjà à l'avance. Mais là, je me suis dit non, je vais pas aller à une expo photo avec un appareil photo. Non, franchement. Niveau anecdote, parce que je pense que ma chérie est toujours dans le chat normalement, et que je l'ai rencontrée le premier jour où j'ai bossé. Je suis rentré dans l'école et c'est quasiment des premières personnes sur lesquelles je suis tombé. Alors, je sais pas si du coup c'est vrai ou pas, la connaissance est possible, un fouine comme elle est, qu'elle m'avait vu en vidéo avant de me connaître. Ah. Elle avait vu une vidéo de moi, c'est vrai que c'est une des vidéos qui a le plus marché, je pense que c'est sur l'appareil qu'elle avait. Et elle m'avait lâché, ouais, tu fais des vidéos sur YouTube toi, non? Oh putain. Oh non, elle a vu ces déchets-là. On va passer à la dernière interview clic-clac et cette fois-ci ce sera une retouche. Alors donc tu vas avoir 2 minutes du coup pour retoucher la photo et en même temps si tu peux bien sûr nous expliquer un petit peu ce que tu fais et éventuellement pourquoi. Okay. En 2 minutes c'est chaud mais on va y arriver. Attention. Je sais pas où je vais, hein. Je sais pas du tout, on verra bien. C'est pas grave, on va y aller avec toi. Top chrono.
Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par recadrer, parce que je sais pas pourquoi tu vas avoir bu ce soir-là, mais elle est pas droite. Alors, elle est beaucoup trop rouge, mais d'abord, je vais changer l'espace colorimétrique, ce qui permet du coup d'avoir plus de nuances dans certaines couleurs. Première chose à faire, c'est de baisser à fond la température, parce que le pont est blanc en fait de base. On ne dirait pas, je sais, mais il est blanc de base. Je vais augmenter l'expo de façon à bien le faire ressortir et à jouer vraiment avec les couleurs qu'on va retrouver dans le ciel et normalement sur le pont, mais qui n'est pas là normalement. Ah, tu récupères pas mal. Voilà, voilà, c'est ça que je veux. Je veux vraiment un truc qui pète. Alors, au niveau du contraste, j'aime bien les photos qui ont un fort taux de contraste. J'aime pas les photos un peu plus molles au niveau développement. T'aimes bien quand ça pète. Ouais, j'aime bien quand ça pète. Peut-être le côté cinéma qui veut ça. Alors du coup, je désature un peu parce que je veux vraiment un pont Une minute. Bon, alors ce que je vais faire du coup, je vais jouer avec ce panneau-là, saturation et luminance, qui va me permettre de prendre les couleurs différemment, et surtout c'est le logiciel qui va lui-même choisir la couleur. Parce qu'on l'a peut-être pas dit, mais je suis daltonien, et donc du coup je ne sais pas te dire si l'eau ici est verte, orange ou jaune. Jaune d'après Lightroom. Donc du coup, avec ce petit outil-là, c'est lui qui choisit. Je vais mettre un peu plus de lumière dans le ciel, histoire de faire péter le truc un peu plus. Un petit tips n'empêche. Combien de temps encore 20 secondes. Ah, c'est pas vite, hein. Je pensais être rapide, mais en fait non. Ouais, je vais m'arrêter là. C'est le défi, hein. C'est le défi. Attends, je baisse. Non, 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 reviens. J'ai fait un double clic. Attends. Contrôle Z, pire. Voilà. Deux. Je vais m'arrêter là. 1. Il y a un peu trop de bleu. Il y a un peu trop de bleu là-bas. J'ai pas vu à gauche, il y a trop de bleu. Ah, tant pis. Franchement, ce que tu as pu faire en 2 minutes, je trouve ça vraiment ouf. Vraiment, je trouve ça ouf. T'es allé à l'essentiel, t'as essayé d'aller vite, donc t'es allé à l'essentiel, mais même s'il manque des trucs, effectivement, mais tu vois, c'est voir un petit peu dans la précipitation comme ça, où est-ce que tu vas. Je trouve ça super intéressant, en fait. Est-ce que vous avez aimé, tout le monde te fait des GG, parce que franchement, moi, je trouve vraiment que ça peut. Qu'est-ce que tu aurais modifié si tu avais eu plus de temps, là? Bah donc déjà ça. Ouais. J'aurais essayé ensuite de passer sur le pont pour avoir... Il n'y a pas l'air d'avoir des imperfections. J'aurais vraiment voulu avoir un pont vraiment bien blanc. Donc s'il y avait un petit pet noir, une petite tache ou quoi, je l'aurais enlevé. J'aurais peut-être rajouter un peu plus de clarté ici, pour ajouter un peu plus de micro-contraste et faire ressortir le reflet du pont. Et à mon avis, ce que j'aurais essayé de faire, si j'ai eu plus de temps, c'est d'avoir une bonne symétrie et donc du coup de mettre l'axe du pont, enfin l'axe de la berge ici, vraiment au milieu de la photo. Ah d'accord. Est-ce que vous avez aimé dans le chat et est-ce que vous avez aimé l'exercice? N'hésitez pas à dire, et également pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous aimez cette partie. Voilà, je prends toujours un peu les retours pour voir un petit peu, pour mixer après et puis toujours faire évoluer l'émission, bien entendu. Du coup, est-ce qu'on peut te retrouver? Principalement YouTube pour la vidéo sur les éleveurs de pixels, même si ça risque de changer de nom un de ces jours. Et sur mon Insta, il y a juste mon nom, Pierre Boisseau. Sur Facebook, j'ai 2 pages, une par rapport à ma chaîne YouTube qui s'appelle du coup les éleveurs de pixels, et une par rapport à mon travail un peu plus perso, qui s'appelle le carnet de vie Pierre Boisseau. En tout cas, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Faites ce que vous aimez. C'est très bateau comme fin. Parce qu'on le dit beaucoup et ça paraît bateau, mais je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui le fait pour autant. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, merci dans le chat d'avoir suivi, d'avoir interagi avec nous. Ce sera donc Nicolas Petit, notre prochain invité. À très bientôt sur la chaîne et ailleurs. Et je vous fais des bisous.